Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette odyssée de la France sur les océans à travers l'histoire. Nous allons reprendre là où nous avons laissé la vidéo numéro 3, aux portes de la Troisième République, c'est-à-dire à peu près vers 1871-72. Voilà la Troisième République. Alors à ses débuts, la Troisième République considère la marine comme un luxe et le domaine colonial comme une charge. Autrement dit, c'est très négatif ça. À ses débuts, ça n'empêche que par habitude, on fait une exposition coloniale, internationale, où tous les pays du monde entier peuvent venir. Il y a des affiches qui engagent les jeunes à s'engager dans les troupes coloniales. Voici les pièces de l'époque et voici le domaine colonial de la France dans une carte de l'époque et ses productions aussi. Voilà. Et voici une assemblée de la Troisième République, tous les députés qui sont présents là, et dont beaucoup sont des adversaires de l'empire colonial, parce que ça coûte beaucoup trop. Et la marine est un luxe aussi. Un bateau, le Narval de Maxime Laubeuf, premier submersible, un sous-marin quoi, n'est pas exploité. Voici le Narval en 1899, donc ça n'intéresse pas l'Assemblée nationale. Voilà. Or, la Troisième République est marquée par la domination de l'Assemblée nationale. Au contraire de la Cinquième République en 1958 avec Charles de Gaulle. Voici Maxime Laubeuf, polytechnicien, ingénieur du génie maritime, ami de Maurice Barrès. Maurice Barrès était écrivain, académicien de l'Académie française, grand chantre du nationalisme. Maxime Laubeuf est membre de l'Académie de marine, bien sûr. Et Maxime Laubeuf, donc ingénieur, polytechnicien, avait inventé le premier submersible. Voilà, voilà un livre. Et nous allons faire un prélude. Goethe, un prélude original. Goethe affirme avoir vu un jour qu'il était sous le coup d'une violente émotion, s'avancer vers lui son double, vêtu d'un costume gris-perle. Son double, vêtu d'un costume gris-perle. Bon, Goethe l'a affirmé. Vers la fin de sa vie, Guy de Maupassant, grand écrivain du 19e, prétendit qu'à plusieurs reprises, son double vint s'asseoir en face de lui, dans son cabinet de travail, alors qu'il était en train d'écrire. Guy de Maupassant a attesté ça aussi, comme Goethe. Bon, ça c'est un prélude. Maxime Laubeuf, donc je vous rappelle, c'est l'inventeur du submersible le Narval. Maxime Laubeuf, à qui l'on doit les plans du fameux Narval, prototype de la flotte sous-marine française, vécut une singulière aventure. Préoccupé par un problème insoluble, il déambulait sur le quai du bassin de Radoux du port de Brest, plongé dans ses pensées. Il déambulait, il avait un problème à résoudre. Il vint à croiser un quidam, vêtu de pied en cap de la même manière que lui, arborant son même visage maigre, portant également barbe et moustache. À n'en pas douter, c'était lui-même son sosie, son double. C'était extraordinaire. Cet ingénieur de la marine donc a été interloqué par cette rencontre dans le port de Brest. L'apparition le salua, soulevant légèrement son chapeau, lui tendit un rouleau de plans d'architecture navale avant de s'incliner sobrement et de s'éloigner vers la ville. L'ingénieur, Maxime Laubeuf, déroula le plan
et il a eu la surprise de découvrir la pièce manquante, le dessin exact du moteur qui allait lui permettre la mise au point de la double propulsion du sous-marin le Narval. Le dessin exact du moteur. Maxime Leboeuf ne se vanta pas de ce curieux incident, mais le fait le tracassa jusqu'au lancement du submersible. Ce jour-là, il revit l'étrange personnage se frayant un chemin dans la cohue. Comme lors de la première rencontre, le sosie portait le même costume que lui, le salua poliment en soulevant son chapeau avant de disparaître dans la foule des invités. C'est quand même assez extraordinaire que trois inventeurs, Goethe, inventeur de l'écriture, Maupassant aussi, et cet ingénieur de la marine, technicien, scientifique, est attesté d'une rencontre de double, et pour Leboeuf qui lui apporte une solution technique radicale pour le sous-marin. Voilà. Par la suite, donc, Leboeuf a raconté tout ça plus tard. C'est des choses extraordinaires. Il est certain que la science n'explique pas tout, bien sûr. Même aujourd'hui, ça va de soi. La marine française de 1914 sera ainsi mal pensée et faible. De son côté, l'Allemagne, Deutschland, fera de gros efforts, surtout pour les sous-marins. Les U-boats. Voilà. Les marins et la marine. Voilà des documents. En 14-18, c'était encore le Kaiser qui gouvernait. La politique coloniale française reprend quand même, après la guerre, on reprend l'ANAM, voilà, toute cette zone-là. C'est par ici que se trouve l'ancienne capitale des empereurs du pays, Hué. Voilà. Ça manque pas de livres contemporains ou ultérieurs, ou maintenant. Le dragon d'Anam, des romans, etc. Voilà. Un combat entre un éléphant et un tigre, organisé. Voilà. Les cultures en terrasse, des vieux monuments. Car l'Annam, très vaste région, différente de la Cochinchine et du Cambodge et du Siam et du Tonkin, par son histoire. Eh bien, à propos du Tonkin, la politique coloniale reprend le Tonkin. Voilà les Français. Il y a eu une guerre du Tonkin, d'ailleurs, avec des mémoires écrits par des soldats français qui ont été affrontés, qui se sont affrontés avec des Chinois qui étaient en face d'eux, dont à un moment un géant avec un coupe-coupe impressionnant, prêt à couper les têtes des Français. Voilà. C'est très intéressant tout ça. Et voilà des vues historiques par carte postale. Le Tonkin, le Laos, éléphant et tigre, Royaume du Laos, Union française, voilà, Union française. Voilà le Laos. Des monuments, bien sûr, des plans d'eau. Elle reprend surtout l'Indochine, toute l'Indochine. Voici un billet, Banque de l'Indochine, avec les planteurs de riz, courbés, mais c'est l'habitude. La monnaie, c'était le piastre. Et les différents types ethniques de l'Indochine, du Cambodge. Là. L'Indochine, c'était la perte de l'Empire, évidemment, pendant très longtemps, 200 ans pratiquement. C'était aussi le tombeau de l'Empire parce que à Saigon, Ho Chi Minh Ville, à Saigon, il y avait un climat très mauvais. Il fallait monter sur un haut plateau.
La politique coloniale reprend l'Afrique équatoriale française. L'Afrique équatoriale française. Oui. Voilà des timbres pour les philatélistes, les amis des timbres, quoi. Poste aérienne, le moyen Congo, le coton, un rhinocéros et un serpent, la jungle, Afrique équatoriale française. Description. C'est des petits tableaux, tous ces timbres. C'est joli. Afrique équatoriale française. Il y avait aussi l'Afrique occidentale française à côté. Et puis au-dessus, c'était la France, l'Algérie. Enfin, le Maroc, c'est autre chose. La Tunisie aussi. Mais l'Algérie, c'était la France. L'Afrique occidentale française, que voilà. Voici des billets. Là, c'est les francs. Éboué. Afrique occidentale, timbre, la recherche contre les maladies de tous ces pays. Le protectorat sur le Maroc. Protectorat, République française, Maroc, voilà. Bande dessinée qui raconte l'histoire du Maroc, de l'Empire au protectorat, en tout cas. Et voilà des photos, des photographies qui récapitulent des moments historiques de cette histoire avec les généraux français, les grands responsables du pays, le roi notamment, la reine, etc. Le protectorat de Tunisie, il y avait un journal, le Petit Journal, voilà, qui a duré longtemps, qui rendait compte de tout ce que faisait la France partout, jusqu'à Vladivostok, partout. Voilà. On était très tourné vers l'extérieur. Enfin, c'était pas du goût de beaucoup de députés de la Troisième République. Ça coûtait trop cher. C'était bon pour les militaires, mais ça coûtait trop cher. Un billet de 2 francs. Les affaires, des livres sur la Tunisie. Voilà. Protectorat de Tunisie. Et nous en arrivons donc à 1918-1940. Après avoir vu la Troisième République. Dans l'entre-deux-guerres, l'Empire sera à son apogée avec l'annexion du Cameroun. Le Cameroun, je crois que c'était colonie allemande, oui, Reichspost, à l'origine. Ça a été confisqué à l'Allemagne et c'est devenu français. Colonie française, Cameroun. Voilà des photographies. La France au Cameroun, ça ne manque pas de personnes qui ont écrit des livres. L'Empire sera un apogée avec l'annexion du Togo. Le Togo, pays vertical, c'était allemand aussi, Reichspost. C'est devenu français, le Togo. On a commémoré le débarquement. De très jolis timbres, avec des avions. Les 3 types ethniques des colonies. Voilà. Voilà le Togo, ici. Ensuite, des mandats de la SDN, Société des Nations, l'antécédent de l'Organisation des Nations Unies pour le Liban et la Syrie. Ça s'appelait aussi le Levant, anciennement, 1935 donc, Syrie et Liban, sous protectorat français, notamment de ce général, enfin de cet officier supérieur. Voilà le drapeau du Liban avec le cèdre du Liban. Ça ne manque pas de livres aussi sur tout ça, pour tous ceux qui s'intéressent. Alors, puisque ce qui nous intéresse quand même, c'est l'océan,
Georges Laigle hissait la marine française au 4e rang, loin derrière la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Japon. Mais quand même, c'est le 4e rang. De très nombreuses fois ministre, dont de la marine, jusqu'en 1933. En 1920, il fait voter la loi sur le statut naval qui fera renaître la flotte française et qui sera mise en œuvre par François Darlan, un amiral qui a connu un passage un peu trouble sous Vichy. Frégate Georges Laigle en service jusqu'en 2013, voilà, pour perpétuer le souvenir de ce ministre de la marine. Il y a toujours des gens, heureusement, qui sont passionnés par la politique des océans. Et nous voici au terme de notre synthèse. En 2015, la réplique d'un vaisseau ancien, fabriqué en France, avec les techniques de l'époque, en bois. Je ne sais pas si on a utilisé le bois de la marine royale qui était l'orme, parce que l'orme s'est éteint, l'arbre, l'espèce s'est éteinte, mais bon, en tout cas c'est du bois, a rejoint les États-Unis. Quand il est arrivé au bord des côtes américaines, il a été évidemment ovationné, car c'est le passé tricolore, bleu, blanc, rouge, que les Américains revoyaient, repensaient, redécouvraient, une plongée dans l'histoire. Car évidemment, ce n'est pas un bateau à moteur, un bateau à voile. Depuis chaque année, ce 3 mâts, sillonne mer et océan, soulevant le double capital de la sympathie liée à la France pour son histoire et pour sa marine. Et les défis contemporains sont à chercher plutôt du côté des politiques maritimes de la Chine et de l'Inde. Nous avons fini donc cette aventure de la Grande France sur les océans. J'ai replacé le portrait de, voici l'Hermione. J'ai replacé plutôt le portrait de Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu, grand apôtre de la défense maritime de la France. Et c'est sur cette idée, sur cette vue magnifique, bleu et rouge, que notre odyssée sur les océans avec la France se termine. Et cela fait moins de 20 minutes, c'est parfait. Nous terminons quand même par la vue classique de la culture sociétale avec la nébuleuse du cheval et les étoiles et les galaxies. Voilà. Eh bien, je suis certain que cette aventure résumée en 4 vidéos de 20 minutes vous a fait découvrir plein de choses extraordinaires, jusqu'à la Louisiane et l'Acadie, voilà, par exemple, sans compter bien sûr l'Indochine, etc. Voilà. Et l'Afrique, bien sûr, sans oublier. Et profitez-en bien, enrichissez vos neurones, discutez, faites marcher vos neurones, voilà. Et cela dit, vous pouvez approfondir n'importe quel point, car il y a des livres sur tous les sujets. Je vous remercie et je vous dis au revoir pour une autre aventure, je ne sais pas trop laquelle maintenant. On va voir, voilà. Au revoir à tous et à toutes.